vraag wel veel nu. Ik ben bezig. Daar bezig. Mevrouw. Je travaille de façon complètement intuitive. J'ai pas de concept. J'essaie d'être complètement ouvert pour ce que je vois. Je me jette dans la ville, dans le paysage. J'ai aucune idée préconçue. Par exemple, j'ai fait un grand travail qui s'appelle Rivage. On commence à regarder tout ce que j'avais fait. Je travaillais aux États-Unis, en Belgique, au Maroc, en Inde. Et j'ai dit, tiens, j'ai autant de photos de rivage. J'étais complètement inconscient. De façon évidente, j'étais attiré par ça, pour le ciel chargé, pour la lumière. Il y a quand même beaucoup de peintures hollandaises et flamandes du XVIIe siècle de bord de mer, avec des mers très chargées, des ciels très, très pesants. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette peinture-là. Je pense que j'ai découvert ça quand j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai toujours su que la seule chose qui m'intéressait comme métier, c'était la photo et le cinéma. J'ai jamais pensé de faire autre chose. Je viens d'une famille de 6 enfants, très catholique. Il y avait une hiérarchie dans la maison qui était Dieu, le pape, mon père. Ce catholicisme était vraiment présent. C'était assez lourd. Et je me sentais coincé par tout ça. Mon père, qui était dans le métier, parce qu'il travaillait chez Gewart. Gewart s'était mis à faire des films couleur et des papiers couleur, parce que c'était le début de la photo couleur. Donc j'avais installé une école, et mon père qui dirigeait l'école. Et il donnait des cours de technique de la photo couleur. Donc quelque part j'étais tombé dans le bain, mais mon père ne voulait pas que je sois photographe. Il trouvait ça pas sérieux comme métier. En plus, il connaissait les photographes un peu, et il trouvait ça pas sérieux, qu'il y avait des maîtresses et des trucs comme ça, c'était pas très catholique. Il faut pas oublier qu'au début des années 60, il y avait pas grand chose qui se passait en Belgique au point de vue culturel. Je ne pouvais rien apprendre. J'ai voulu partir le plus vite possible, donc dès que j'ai pu, je l'ai fait.
voyais des Anversois qui me disaient « C'est formidable le courage que tu as eu de partir ». Moi, j'aurais eu besoin de beaucoup de courage de rester. C'est vraiment la dernière chose que je voulais, c'est de rester coincé là-bas. En arrivant à Paris, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré tout de suite Robert Delpire qui m'a fait travailler sur la publicité. Ils avaient le budget de Citroën, donc j'ai travaillé pas mal là-dessus. J'ai commencé à travailler dans la mode aussi, ce qui était formidable pour un petit Anversois qui débarque et tout d'un coup dans les studios avec toutes ces belles filles et commence à voyager avec tout de suite. C'est un monde qui s'ouvrait. Mais après un certain temps, je me rendais compte que je m'étais plus intéressé dans le décor, dans l'endroit où j'étais, que dans les vêtements. Et un ami qui a une petite agence m'a demandé si je voulais faire des photos pendant le croisière Paquet, qui faisait le voyage entre Marseille et Casablanca. Et je suis tombé amoureux de ce pays. Vraiment, j'avais l'impression de tomber dans une peinture de Bruegel. Il y avait une telle affinité entre le paysage, les gens, les couleurs que j'avais jamais vues, une lumière tellement belle et tout ça, c'était devenu une passion tout de suite. Je me suis trouvé très tôt le matin sur une énorme fête à Imilchil dans le Haut-Atlas. Il y avait des milliers de personnes, des chameaux, des chèvres, des marchés. C'était absolument génial, avec une lumière absolument superbe. Et je me suis trouvé avec un photographe à côté de moi qui me disait « Ma journée est déjà faite, j'ai déjà fait ma double page pour Stern Magazine. » Et je dis « Oh, donc je ne veux pas ça. Je ne veux pas devenir, comme si je ferais de la pub, je ne veux pas devenir un photographe pour magazine. » Moi, je voulais faire les choses de longue haleine et pas penser au layout dans le magazine en pensant « Mais il faudrait une double page comme ci, il faudrait ça et ça et ça. » J'ai travaillé autrement pour gagner de l'argent et pour pouvoir me permettre tous les ans, pendant un mois, de partir avec ma bus Volkswagen, dormir dans la voiture pour approfondir mon rapport avec ce lieu-là que j'aimais beaucoup et que je trouve tellement excitant. Allô? Baby, tu sais ce qui s'est passé? Non? Ta petite sœur, elle est née, oui. T'es contente? T'es contente? Elle est très très jolie. Tu sais ce qu'elle fait? Elle fait... Je suis devenu père très tard parce que j'avais tellement la trouille de perdre la liberté et donc dès qu'une petite amie avait envie d'enfant, je partais en courant. C'est seulement quand j'avais 45 ans, je pense, avec la compagne avec qui je vis toujours, que c'était tellement naturel, que c'est dommage de ne pas vivre ça. Donc on a 2 filles. Et je les ai photographiées de la naissance à l'hôpital jusqu'à 15 ans, plus ou moins. J'ai fait 25 heures de vidéo aussi. Rapproche tes pieds maintenant. Recule-les, tu montes tes fesses. Voilà. Allez, rapproche tes pieds. J'ai fait un montage où j'ai mis le son de la vidéo qui correspond plus ou moins à la période où je l'ai photographiée sur un montage avec les photos où on les voit grandir. C'est aussi un film sur growing up, et bon, ça prend un truc plus universel que ça. Tout le monde connaît ça. Alors tu restes là, tu te tais et on dit que tu me connais pas. Et tu me regardes pas. Si je te regarde, alors tu me connais pas. Si je te connais, tu t'appelles Saskia. Quand j'ai fait les photos de mes filles, c'était aussi ma façon de les aimer. Et je le fais en noir et blanc, ça c'est important de dire, parce que pour moi,
En noir et blanc, je vais plus direct vers la personne. Quand je fais de la couleur, je me préoccupe beaucoup plus de la lumière, comment ils sont habillés, comment est le décor, comment c'est, comment ça. C'est plus complexe pour moi. Donc en noir et blanc, c'est la personne qui était importante. J'ai rencontré Harry la première fois en 80, quand il est arrivé à Magnum. Il était très silencieux et un peu brusque comme ça, un peu taiseux, comme on dit, comme un paysan de la Flandre, là, comme ça. Et ça m'a plu. Ben, moi, j'aime bien les gens comme ça, qui sont un peu... parlaient pas à personne. Sans doute en silence, il est vraiment devenu un ami à moi. Je lui ai pas dit, mais j'étais en admiration devant ces photos. Je me dis, comment il peut faire dans un petit village de l'Atlas marocain, hop, une fille rouge qui passe, tac, tac, waouh. C'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai vu un photographe qui pensait couleur, quoi, qui cadrait couleur. Un coloriste comme ça, c'était jamais vu. Puis un jour, il m'a montré des photos sur Paris. Alors là, ça a été le choc. Parce que Paris, l'Atlas, le Maroc, les États-Unis, tout ça, on a l'habitude de voir en couleur. Mais Paris, on n'avait jamais vu ces photos comme ça. Lui, bien sûr, on voyait le Paris de tous les jours. Le Paris, c'est-à-dire des chaises en plastique orange, de très mauvais goût, des tentures de mauvais goût, enfin du assez laid. Et c'était à l'opposé de tout ce qu'on nous véhiculait sur Paris. Le Paris romantique, le Paris des humanistes, le Paris comme ça de Douaneau, Cartier-Bresson, là où il fait bon vivre, le petit village, etc. Ouah! Il fait une photo à la Courneuve. Ah, vraiment, la Courneuve, c'est la banlieue la plus sinistre de Paris. Et ben, tac. Et puis cette banlieue, elle apprend ses lettres de noblesse. Et il m'a dit, mais tu sais, ça plaît pas beaucoup, mes photos. Alors je dis, mais pourquoi? Parce qu'on m'a même conseillé d'arrêter, quoi. Et moi, je lui dis, continue, continue. Quand j'étais accepté dans Magnum, apparemment, il y a certains photographes qui étaient très contre, qui ont dit c'est la fin de Magnum si on accepte quelqu'un comme ça, parce que c'était très journalistique. Il n'était pas vraiment encore à sa place. Et pourtant, c'était une coopérative très ouverte. Mais il y avait encore des restants de grands photojournalistes qui voulaient encore faire des grands reportages dans le monde entier, d'autres qui voulaient intervenir dans le monde social, et puis d'autres qui étaient, je sais pas, voilà. Et donc Harry n'avait pas encore trouvé sa place. Une des premières expos que je faisais à Paris, Cartier-Bresson est venu voir, et c'est vrai que le tirage que j'avais à l'époque, c'était pas la qualité de ce que j'ai maintenant. Donc Henri disait, ah, c'est pas mal, mais tu n'as pas une autre rouge. Et il commence à mettre des trucs sur la photo. Oui, tu n'as pas une boîte de lumière. Oui, non, mais ça aurait été mieux comme ci, comme ça. Et c'était vraiment intéressant. Il mettait physiquement des choses sur la photo. Et il m'appelle 2 semaines après. Il me dit, j'ai une proposition à te faire. J'aimerais que tu colories mes photos. Je dis, Henri, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis un peintre. J'ai jamais dessiné. C'est gentil de penser à ça, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Je me dis, bon, tant pis, c'était pour essayer comme ça. L'histoire est marrante parce que, en fait, Henri n'aime pas la photo couleur. Pour lui, la couleur, c'est la peinture. C'est vrai que Henri Cartier-Bresson avait un drôle de rapport à la couleur. Harry a dû le troubler. Il faisait des photos, comme des photos de Cartier-Bresson, mais en couleur. À la fois, je pense que Henri était loin d'être bête. Il savait très bien que Harry était un grand photographe.
Ça, c'est la force de Magnum, d'ailleurs, de recouper différentes personnalités comme Harry. Oui, il y a beaucoup de jeunes photographes qui parlent du mythe de Magnum, de Capa, Cartier-Bresson et tout ça. Moi, j'ai jamais été mythomane. Quand je vivais à gauche, à droite, même mes négatifs étaient dans un genre de coffre que je trimballais d'un endroit à l'autre. Et quand personne pouvait me contacter parce que je bougeais, je me suis dit, c'est quand même pas mal d'être dans une structure. Donc je me suis dit, pourquoi j'essaye pas? S'ils m'acceptent, tant mieux. Je peux toujours sortir, je peux toujours partir. Donc il y avait le meeting annuel, on m'a appelé en disant, Harry, si tu veux, tu peux venir dans le meeting. Maintenant, on va continuer. J'étais dans la rue et je commençais à aller vers le bureau. Et je voyais plein de choses qui m'intéressaient dans la rue. Je dis, pourquoi je vais là? Je ferais mieux de rester dans la rue et faire des photos. Harry dit avec un peu d'amusement qu'à l'époque, il était assez dilettante et que ses photographies étaient stockées dans différents appartements et qu'il serait peut-être temps de les rassembler, donc que Magnum était une solution pour lui. Je pense que c'est un peu l'humour de Harry de dire ça, et Harry ne manque pas d'humour. Je crois qu'il a trouvé aussi une école d'exigence chez Magnum qui plaît beaucoup à Harry. Harry, quelqu'un de très exigeant. Il a trouvé une école aussi de camaraderie. C'est quelqu'un qui aime échanger, qui aime voir débattre de façon un peu rêche, quelquefois même. Et donc ça, à Magnum, il était assez gâté. Quelque chose de magique dans la photo, pour moi. Je suis attiré par des choses et des choses m'attirent. Il y a un genre de magie qui fonctionne. La photo, c'est aussi beaucoup gérer son temps, d'arriver juste quand il faut, au bon moment, et de partir au même moment, que les choses s'enchaînent. Moi, j'adore que les choses s'enchaînent. Quand les événements s'enchaînent toute la journée, c'est un énorme pied. C'est vraiment, ah, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Il y a quelque chose aussi de la chasse, ou de la pêche. C'est essayer d'avoir de la chance. La liberté de mouvement est quelque chose de primordial pour moi. Je déteste être coincé. Moi, je préfère de garder la distance, d'être dans la rue et d'être à l'affût des choses qui peuvent se passer. J'ai rencontré Richard Nonnas à Paris en 67, je pense. Il commence à faire la sculpture. Et on est devenus très très bons amis, on se voit très souvent. Et le premier voyage que j'ai fait à New York, c'était en 68, j'étais le voir. J'ai rencontré ses amis sculpteurs, artistes, comme Gordon Matta Clark, Gina Einstein, Trisha Brown. Et je suis retourné à New York très très souvent. You're here. Ce qui était surtout très impressionnant, c'est l'énergie qu'il y avait à l'époque. L'énergie par tous ces jeunes très dynamiques.
Pour moi, c'était bien plus vivant que ce que je connaissais en Europe. Thelonious Monk playing? What? Yeah. Thelonious yeah. Monk? Yeah. Wonderful. You know, I saw a concert of him in Brussels in '58, because it was Really? in '58. It was the World Fair was in Brussels. One of the interesting things about Harry is Harry grew up European, and his development as a photographer was European. But then he was hanging around with a lot of young American artists whose way of working was different. But Harry was one of the very few Europeans, and certainly the only photographer, who became a part of that downtown scene that I was a part of. Well, in New York in the 70s, we all felt like what we were doing was a kind of outsider work. And that was part of our self-definition. We were living in illegal places, and it was very exciting. It meant we were guerrillas. If there was a rule, we would break it. Well, Harry, how come you didn't come here in time to pitch in? Huh? You never come in for the real manual labor stuff, huh? It's just when the vernissage and the women arrive that you're there to clink a few glasses. I started to take pictures of Gordon's work because whatever he did was demolished after. And Gordon didn't take many pictures because he was working. You know, he loved working. He was very physical. You had to be been there at the time because it was a physical experience. It has to do with provocation and danger. Those people were incredible, you know, in terms of creation. In the thirst of doing things was really wonderful. Lower Manhattan, there were many people without houses, dumps, certain violence as well, which was interesting. People just left their cars in the street as wrecks, you know, they just left it there, and then it became like completely fucked up cars. So, and even sometimes they put fire into it, and it was more like much more like a jungle than the way it is now. Like Times Square before was kind of strange place with some prostitution going on and all kind of things. Now it's Walt Disneyland, you know, which is which I don't like very much, but which is interesting in another way. I mean, it's things keep changing everywhere. Nothing stays the same, especially in New York. Eagle will touch down approximately 4 hours and 17 minutes from now at the flight plan. Je vivais à Londres début 70 et j'étais vraiment fasciné par la télévision couleur. Et j'étais fasciné comme on pouvait faire un portrait d'un pays à travers sa télé, comme c'était tellement anglais comme esprit. Et donc, j'ai photographié pendant un an les programmes les plus typiquement anglais, les plus banals, comme les concours de danse et des choses comme ça, la pub et les films. En plus, c'était en 72, il y avait des événements très importants, comme les Jeux Olympiques à Munich. J'étais avec un assistant pendant presque 2 semaines devant la télé en train de manipuler l'antenne.
Il ne faut pas oublier, à l'époque, je ne pouvais pas enregistrer l'image, ça n'existait pas, le magnétoscope. Je ne pouvais ni arrêter, ni enregistrer. Donc c'est un peu comme le street photography. Tout simplement, en bougeant l'antenne, je parvenais à avoir des couleurs très pop, très saturées. Et la structure de l'écran, c'était des dots, c'était très graphique. J'ai proposé ça à Robert Delpire en 1974 pour faire une expo. Avec mon ami Charles Gossens, qui est un génie de tirage, on a imprimé des bandes de 50 cm. Il y avait 74 photos. C'était les uns après les autres. C'était punisé sur le mur. C'était tout un ensemble assez impressionnant. Pour moi, c'était la chose la plus journalistique que j'ai jamais fait. Parce que j'avais une intention et je voulais dire quelque chose sur les médias. Mais quand même, il y a des gens qui ont vu ça, qui trouvent ça très déprimant. Et j'ai l'impression, bizarrement, que les gens comprennent ça maintenant mieux qu'à l'époque. Moi, j'ai des films de moi et tous mes frères et sœurs de 0 jusqu'à 15 ans. On a 25-30 heures de films 16 mm de famille que mon père a fait. Il a photographié tous les Saint-Nicolas, tous les premiers communions, toutes les processions dans la rue où je suis comme apôtre. Mon père, c'était la mise en scène, bien sûr. C'était pour Saint-Nicolas, on devait tous être à l'intérieur, les jouets étaient sur la table, tout le monde devait être dehors, et puis on rentre, et puis ci, et puis ça. C'est aussi pour lui, c'est une façon d'approprier les choses, que je comprends bien. Mon premier grand histoire d'amour a duré plusieurs années. C'était une fille qui était mannequin, qui était hollandaise, qui s'est installée à Anvers. Et après quelques années, elle avait un autre amant. Je sentais que j'allais la perdre et j'étais désespéré en me disant comment je peux lui montrer comme je l'aime. Et je me suis dit, je vais faire un film sur elle, je vais lui montrer, elle va comprendre. Je l'ai filmé en prenant son bain, en se lavant, dans la cuisine, avec son amant. C'était très dur à faire ça, mais pour moi, c'est une chose très importante. Parce qu'en fait, en la filmant, je l'ai mieux compris, et j'ai mieux compris moi-même, et j'ai pu prendre distance. J'ai pris de distance en la cadrant, en la suivant. En fait, j'ai pu me libérer. Et c'est une chose pour moi très importante dans ma photo en général, d'être quelque part plus présent dans le cadre, de comprendre mieux les choses, mais on était moins vulnérable, de ne pas penser à soi, à complètement se jeter dans ce qu'on voit. Mon travail sur la Belgique vient de là. Comme je, quelque part, détestais mon éducation et la belgitude, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Au lieu de faire une psychanalyse là-dessus, de ma part, j'ai fait des photos. Il restait des
dans les petits villages souvent, et même dans les villes, des manifestations qui venaient de très loin. Et donc j'avais le calendrier de toutes les fêtes, petites fêtes locales, processions, aussi la religion, bien sûr. La procession de Saint-Saëns à Bruges et tout ça, qui était tellement heavy. Ouf. Mais passionnant en même temps. Au début, je travaillais en noir et blanc parce que moi, je voyais pas de couleur en Belgique. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé en noir et blanc. Et à un moment donné, je me rendais compte que la couleur devenait plus intéressante et plus créative que le noir et blanc. C'était plutôt la beauté de la laideur, en fait, qui m'intéressait. Ce bizarre de pays avec ce bizarre de mentalité, ce truc assez surréaliste. La chose la plus difficile, c'est de faire des photos dans l'endroit où on habite. On commence à trouver les choses normales. Par exemple, sur mon travail qui était très long sur la Belgique, j'avais le grand avantage d'habiter à Paris et de faire beaucoup d'allers-retours. Je me rendais compte que souvent je faisais les meilleures photos au début. Après un certain temps, tu commences à trouver les choses normales. Tu vois des amis, tu fais ci, tu fais ça. Et tu es moins excité. C'est souvent la découverte qui est une chose très importante. Pour travailler sur Paris, il faut que je m'installe dans un hôtel quelconque, que je ne vois absolument personne, et que je me balade dans la rue et que je commence à renifler les choses comme je renifle les choses comme je suis à l'étranger. Et c'est pas nécessairement Paris qui m'intéresse a priori. Marike, viens. Non, pas que ça. Marche. Allez, marche. Viens, Marike. Saskia, des devant. Viens devant. Bravo, 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 bravo. Saskia, allez. Viens, Saskia. Oh là. Je peux t'en refaire une autre, ça y est. Non, mais tu filmais, tu sais, il faut garder pendant un certain temps. C'est pas comme la photo, c'est différent. Il faut garder un peu. Comme ça. Voilà. Maintenant, tu peux t'arrêter. Tu pousses sur le bâton rouge nouveau. Qu'est-ce que la lumière blanche? C'est la lumière qui a toutes les couleurs. Avant, le prisme décompose. Précisément, il décompose quoi? Le prisme décompose la lumière blanche. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait je sais pas exactement le terme, mais ça fait toutes les couleurs. C'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai voulu absolument faire un voyage avec mes filles en Inde, parce que pour moi, mon premier voyage que j'ai fait là-bas, c'était vraiment une leçon de vie. Et je voulais leur communiquer ça. La culture indienne, c'est une telle complexité, tu comprends jamais rien. À un certain moment, tu penses de comprendre quelque chose et puis tu vas complètement de l'opposé. Ils ont bien apprécié, mais en même temps, ils demandaient s'il y avait des Wi-Fi à l'hôtel pour parler avec leurs copains en France. Ce qui pour moi est la dernière chose que je veux faire. C'est vraiment, je veux absolument pas, je veux complètement isolé, je veux être complètement là.
ne pas me préoccuper de ce qui se passe à Paris, à Magnum, dans ma famille, ni rien. C'est une très mauvaise idée de voyager en famille, parce que moi, j'ai tout le temps envie de m'arrêter, de faire des images. Si on peut se séparer et se retrouver le soir, c'est bien. Mais si on a la même voiture et on traverse, et moi je vois des choses qui m'intéressent et je voudrais m'arrêter, et je ne le fais pas, je deviens frustré, et je le fais, et puis eux ils sont frustrés, donc non, c'est vraiment pas une bonne idée. Les voyages avec Harry, c'est toujours très compliqué parce que il est toujours tout seul de son côté derrière son appareil photo. Donc à chaque fois qu'on est en famille, même dans le sud de la France en voiture, à chaque fois qu'il y a une lumière qui est belle, hop, il s'arrête au milieu de la route, il va faire ses photos et nous on est dans la voiture. Je comprends très bien le désir qu'il a de faire des photos. Il était obligé d'aller faire ses photos et bon, voilà, nous, parfois, on pouvait attendre un peu, mais parfois, c'était un peu trop long. Je pense que si on doit vivre avec Harry, ça doit être absolument exaspérant, parce que la vie est sans cesse interrompue par son regard. Mais moi, je trouve ça très amusant, les rares fois où j'ai pu le constater. Puis j'ai pu comprendre, à ce moment-là, justement, cette spontanéité animale qui est une nécessité. Ça m'est arrivé d'être en voyage avec Harry. Je me souviens d'un couloir d'aéroport. Nous descendions de l'avion ensemble. Harry a bloqué le couloir de l'aéroport parce que tout d'un coup, il a vu des lumières de couleurs dans le couloir qui l'intéressaient beaucoup. D'ailleurs, c'était amusant parce que les passagers derrière, sans savoir qui était Harry, sans savoir ce qu'il faisait, ont sorti leur iPhone en se disant il doit se passer quelque chose. Il ne se passait rien d'autre qu'un regard particulier qui voyait une lumière particulière. Moi, j'adore voyager. Si je reste trop longtemps dans le même lieu, je ne suis pas très bien. J'ai besoin de bouger. Donc, j'étais dans beaucoup d'aéroports dans différents endroits dans le monde. Et dans les aéroports qui est un genre de no man's land bizarre, je suis intéressé par l'architecture, par les gens qui attendent. Et je trouve ça visuellement vraiment intéressant. Non. Moi, je peux faire ça, faire ça. Hein. Ok. Ça, c'est la définitive. Donc là, on est Entre deux, en densité, dans le ciel. un peu plus clair là que là, non? Derrière. Oui, j'ai enlevé un petit peu de cyan et de bleu aussi, donc... Oui, mais je peux gagner un peu de densité, je pense. Donc je densifie. Ça donnera de la présence aussi. Parce que Je suis quelqu'un qui travaille très vite en prise de vue, mais je suis beaucoup plus lent pour éditer, pour donner une forme finale à un livre, à un tirage et tout ça. Je passe énormément de temps. Je pense toujours que je peux faire mieux. J'adore cette histoire du peintre Bonnard, qui apparemment n'était jamais content non plus de ses peintures, même quand c'est dans un musée quelque part. Donc il allait avec un assistant qui allait parler au gardien. Et comme ça, il retravaille un peu ses tableaux, même ce qui était dans le musée. Moi, je suis toujours un peu comme ça. Je suis jamais complètement content des tirages. Je veux toujours faire mieux. Un peu de rouge. Mais maintenant que j'ai 75 ans, j'ai intérêt de me bouger le cul, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de faire. Le prochain livre, c'est 2 volumes, c'est quelque chose que j'ai fait en 82. C'est un voyage entre Los Angeles et Las Vegas.
C'est ce genre de road movie qui va ensemble avec quelque chose que j'ai fait à Moscou en 89, avec période communiste encore. Et bizarrement, ça va très bien ensemble, parce que c'est tellement opposé. Cette mentalité capitaliste en contraste avec Moscou 89, où tout se cassait la gueule, mais qui, quelque part, me semblait plus humain que ce que j'avais vécu, surtout à Las Vegas, où je sentais une telle solitude et tout lié au dollar. C'était une chromie complètement différente aussi. C'est beaucoup plus agressif, bien sûr, les couleurs à Vegas, et des couleurs beaucoup plus pastel. À Moscou, c'est comme si on avait donné à un peintre des autres palettes pour travailler avec. Quand je fais des livres, je travaille beaucoup avec le metteur en page, avec les personnes qui m'entourent, qui me donnent des conseils. On commence beaucoup à réfléchir, on commence à regarder, on commence à discuter. À ce moment-là, on construit une histoire. I got an email out of the blue from Harry's publisher in Paris saying that Harry liked my writing and that he would like me to write something for his book. I didn't let on then, and I still haven't really let on, that he's been photographically something of a hero to me, which I just didn't think that was a good thing to say at the beginning of a working relationship. Harry's very personable, you know, he wanted to get to know me, and I wanted to get to know him. So he came over to London, where I live, with a box of prints, and we looked through the pictures together. Yeah, what do you think? This one, not this one? Should this one come after this one? Very, very open discussion. Harry seems at home anywhere. There seems to be no light that is alien to him. I think the pictures are interesting because you don't know how to take them. He knew the easy traps that a photographer would fall into and sort of sidesteps those nicely. Harry has every right to get excited about how good his work can look because he'd worked on Kodachrome. Kodachrome was a transparency film, a slide film, which wasn't really made for printing. It was made to be projected. It was the sort of serious amateur film made for the domestic slideshow, just as light on a wall. And actually, Harry is one of a number of photographers who took to Kodachrome for those reasons, that the raw material you were using, that film was really extraordinary. Maybe, again, this could have been a bit darker. Go a little darker then? Okay. Darker, it's a bit too transparent. Okay. You know, Sure. everything is fine, but this part being as big, but I never made a big print of this. Okay. But this is fine to me, but this is a bit in between, kind of, you know. Okay. It's beautiful. There's a strange irony that the digital technologies, which put Kodak and Kodachrome out of business, are the same technologies that now make those Kodachrome images look really great in print. So he's now able to make prints that really match the beauty and the subtlety
of the images as he first captured them. Paris est devenu pour moi un endroit très important, parce que c'est important que je vis là. Moi, je me sens européen, belge, flamand, parisien. Quand j'avais mon rétrospective à Paris, le métro a fait 16 expos différentes dans 16 stations différentes. Les gens étaient ravis de voir ça. Au lieu de voir de la publicité, ils voyaient mon travail. Et il parlait souvent de ravissement. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'en fait, c'est le ravissement que j'ai eu moi en faisant des choses qui finalement peut communiquer avec un public beaucoup plus large. Ja, tuurlijk. Met de journalisten te bellen? Nu? Ja, nu even. U komt naar de tentoonstelling dus, hè? Nee? Wij zullen elkaar zien. En het interview is wat? Is het radio of wat? Ah ja. Ik zelf zeg absoluut niet dat ik kunst maak. Ik ben fotograaf. Als mensen denken dat waarderen en denken dat het kunst is, ben ik tevreden. Maar ik heb absoluut die pretentie niet. Ik kan echt niet klagen over mijn leven. Ik heb ergens geluk gehad, maar het enige vervelend is de dingen die je gemist hebt, geloof ik. Foto's die je gemist hebt. Oh, dat kan ik niet uitleggen. Maar ook soms om een technische reden dat er geen film in de camera is, of dat er geen, weet ik veel, heel stomme dingen, maar ook dat je niet juist reageert, of ook te moede bent geweest om niet genoeg bij te zijn. Of, het is best wel een beweging. J'allais une fois par an en Belgique, pas beaucoup plus, mais j'ai des souvenirs assez précis chez les parents d'Harry. Le père d'ailleurs aimait beaucoup sortir sa caméra à 16 mm et filmer un peu. Ça a compté pour moi aussi de voir, voilà, pour lui le cinéma était quelque chose d'important. Harry a toujours eu une relation très tendue avec son père, qui était toujours très claire.
Bah, finalement, je pense qu'il a quand même compris que s'il a eu cet amour pour la photo, ça doit aussi venir de cette folie qu'avait son père aussi pour le film et la photo et tout ça. Nu kun je spreken. Talking. Wacht even, hè. Si je fais pas de photos pendant un certain temps, je suis pas très bien, quoi. C'est un besoin vital. Je ne sais pas comment vivre sans la photo. Je veux dire, je ne sais pas si ma vie sans la photo, ce serait un trou noir, quoi. D'ailleurs, je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, je ne travaille pas pour un public. Si le public apprécie ce que je fais, je suis content. Mais je travaille d'abord pour moi.